Donc, je me présente, je suis Catherine Charrette, agente des services régionaux de soutien et d'expertise. Donc, on est une équipe associée au ministère de l'Éducation qui soutient les centres de services des différentes régions du Québec dans la mise en place de pratiques qui favorisent la réussite éducative des élèves, principalement nos élèves en difficulté ou nos élèves handicapés. Je suis aussi professionnelle de recherche pour la chaire autodétermination et handicap. Donc, je collabore avec la chaire depuis quelques années. Et puis, justement, dans ce rôle-là, ben, j'accompagne les milieux scolaires et dans mon rôle d'ASRSE et en tant que professionnelle de recherche, j'accompagne les milieux scolaires dans la mise en place des pratiques qui soutiennent l'autodétermination des élèves. Donc, je vous mets un peu en contexte par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Donc, cette présentation-là s'appuie sur des travaux de recherche puis des accompagnements qui ont été effectués dans des milieux scolaires en collaboration avec la Chaire autodétermination et handicap, comme je disais un peu plus tôt. En fait, tout a commencé par un projet dans un centre de service, puis ensuite, ben, nos accompagnements se sont bonifiés à travers d'autres projets dans d'autres centres de services. Dans mon cadre dans le cadre de mon rôle d'ASRSE. Puis, je veux quand même porter à votre attention que nos travaux ont principalement touché à des intervenants en classe spécialisée pour des élèves autistes ou pour des élèves qui ont une déficience intellectuelle. Mais tout ce dont je vais parler aujourd'hui, vous allez voir que ça peut très bien se transférer à d'autres types de milieux scolaires et à d'autres types d'élèves. Même que si vous êtes un parent, vous pouvez très bien faire des liens avec vos interventions avec vos enfants. Je le fais moi-même beaucoup avec mes propres enfants. Donc, c'est sûr que nos exemples, puis peut-être tout ça est parti, ça concerne des élèves qui ont une déficience intellectuelle ou des élèves autistes, beaucoup des élèves en classe spécialisée aussi, mais l'autodétermination, c'est universel, c'est un besoin pour tous les élèves, pour toutes les personnes. Donc, en ayant ce regard-là, ce qu'on va aborder aujourd'hui va pouvoir vous guider pour d'autres types d'élèves ou d'autres types d'interventions. Voilà. Donc, c'est sûr qu'avant de commencer, je vais quand même prendre un petit moment pour revenir sur certaines définitions. Peut-être que ce concept-là est moins connu pour certaines personnes, puis pour celles qui l'ont déjà connu, ben, je pense que c'est un petit rappel. Alors, j'ai choisi des définitions. Il y en a plusieurs définitions. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur l'autodétermination. J'ai choisi certaines que je trouve peut-être plus pertinentes puis qui sont qu'on peut facilement rattacher à notre rôle d'intervenant scolaire. Donc, la première concerne le fait d'avoir du contrôle sur sa vie. Donc, ce que ça dit, c'est que l'autodétermination, c'est une disposition à agir libre d'influence externe indue afin d'exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Avoir de l'influence sur quelqu'un, c'est tout à fait normal, c'est même souhaitable. On est des êtres sociaux, on aime socialiser puis s'influencer les uns les autres. Donc, c'est tout à fait normal. Puis, on va être influencé par plein de gens autour de nous, donc nos proches, des amis, des collègues. On est même de plus en plus influencé par les médias. On a même utilisé le terme influenceur pour décrire les personnes qui nous présentent les tendances du moment. Puis, vous avez probablement été influencé par plein de gens dans votre vie, par un enseignant marquant, par un proche qui vous a guidé, dans certains de vos choix, vos intérêts. Peut-être que votre dernière destination voyage a été choisie parce que quelqu'un proche de vous que vous appréciez beaucoup vous l'a recommandé. Peut-être que ce que vous faites comme métier aujourd'hui, c'est vraiment lié à une relation de confiance que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a guidé vers ce métier. Donc, cette influence-là, elle est présente, puis elle est tout à fait normale et généralement très saine. Parfois, cette influence-là, par contre, elle peut prendre trop de place, puis souvent, ça se fait sans qu'on s'en rende compte, puis sans mauvaise volonté. Il n'y a personne qui arrive un matin dans sa classe puis qui se dit, bon, je vais aller contrôler mes élèves. Donc, mais en même temps, milieu scolaire, il y a comme un statut d'autorité qui est souvent donné aux enseignants puis aux membres du personnel scolaire. Puis ça peut amener certains élèves à vouloir plaire, à vouloir répondre aux attentes des adultes à tout prix, puis à sentir qu'ils doivent, que ce que
l'intervenant demande, ce que le personnel autour de lui, les gens qui sont là pour lui, pour l'aider, ce que ces personnes-là lui proposent, ben, c'est comme si c'est la bonne réponse. Donc, on voit souvent ça des élèves qui, pourtant, ont des bonnes habiletés, mais quand on leur demande, par exemple, de faire un choix, ils sont un peu bloqués parce que ils pensent qu'il y a une bonne réponse à donner, alors qu'un choix, c'est quelque chose qu'on fait en fonction de nos intérêts. Donc, c'est tout à fait normal qu'un intervenant scolaire ait une certaine influence sur ses élèves, parce que éduquer, ça implique nécessairement d'influencer. Parfois, par contre, d'être conscient qu'on a ce rôle-là sur nos élèves, puis qu'on a peut-être que notre élève nous perçoit peut-être comme quelqu'un qu'il doit écouter ou qu'il doit absolument suivre ce qu'il propose, ben ça peut peut-être nous aider à poser un regard différent. On a certains élèves qui sont comme très admiratifs de leur prof, hein. C'est comme s'ils tombent en amour avec leur prof, puis ils veulent donc faire ce que leur prof voudrait qu'ils fassent. Donc, ce que ça fait, c'est que l'élève est peut-être pas toujours conscient qu'il peut lui-même prendre certaines décisions, qu'il peut se prononcer sur ses choix. Puis malgré nous, des fois, comme intervenant scolaire, on se retrouve dans cette posture où l'élève nous accorde peut-être beaucoup d'importance par rapport, puis que ça va l'influencer beaucoup. Fait que je pense que c'est justement ça qu'on va aborder aujourd'hui, cette posture-là qu'on doit adopter, puis d'abord d'être conscient qu'on a ce rôle-là auprès de nos élèves, puis qu'on a un rôle d'influence, qu'il faut s'assurer que cette influence-là ne prenne pas trop de place dans la vie de l'enfant. La deuxième définition, c'est vraiment une qui fait référence au fait que s'autodéterminer, c'est choisir ce qu'on veut contrôler. Donc, c'est pas vrai qu'on va contrôler, pardon, c'est pas vrai qu'on va contrôler toutes les sphères de notre vie, toutes les dimensions de notre vie. Donc, dans cette définition-là, ce que ça amène, c'est on va exercer le contrôle que l'on souhaite exercer sur les dimensions importantes de sa vie. Et ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, dans notre vie, il y a des choses qu'on accepte qui soient contrôlées par d'autres personnes, puis on peut être très bien à l'aise avec ça. Puis en plus, il y a un élément développemental à l'autodétermination. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 6 ans, par exemple, contrôle les mêmes sphères de sa vie qu'un jeune de 21 ans. Donc, c'est sûr qu'à 6 ans, le contrôle qu'un enfant va avoir sur sa vie, c'est peut-être dans le choix de ses jeux, dans le choix des émissions qu'il veut regarder, dans la manière, dans les vêtements qu'il a envie de porter une journée. Alors qu'un adolescent, lui, va vouloir contrôler un peu plus de choses, puis peut-être des choses qu'il souhaite contrôler maintenant. Par exemple, un adolescent peut vouloir un peu décider de toute la décoration de sa chambre, mais quand il va arriver à 25, 30 ans, peut-être que ça ne sera plus quelque chose d'important, puis qu'il va laisser cette tâche-là à une autre personne, donc la personne avec qui il partage sa vie, par exemple. Donc, on voit que ça change dans le temps. Mais il y a quand même des éléments qui restent importants pour tout le monde. Puis là, je pense aux décisions qu'on prend un peu plus tard dans notre vie. Donc, il n'y a personne d'entre nous qui souhaiterait qu'on choisisse avec qui ils vont souper ce soir, qui sont leurs amis, où ils vont habiter, ça va être quoi leur métier. Donc, ces sphères-là, en général, elles sont importantes pour toutes les personnes. Donc, d'être conscient que ça change dans le temps, puis que s'autodéterminer, c'est pas non plus tout faire tout seul, puis être indépendant pour tout. On a besoin du soutien des autres pour pouvoir s'autodéterminer. La dernière définition dont je voulais parler aujourd'hui, c'est celle qui fait référence au fait d'être au cœur de sa vie. Donc, s'autodéterminer, c'est être le maître d'œuvre de sa vie, c'est être l'agent causal de sa vie afin de maintenir et d'améliorer sa qualité de vie. Donc, d'être une personne qui est vraiment au cœur de ses décisions. Et puis ça, ben, même une personne qui est très dépendante parce que, par exemple, elle a des limites importantes sur le plan moteur, sur le plan cognitif, euh, même cette personne-là peut quand même être au cœur de sa vie. En fait, c'est ce qu'on cherche à développer chez elle, qu'elle soit en mesure de faire appel à du soutien pour pouvoir exercer son autodétermination, mais qu'elle puisse rester au cœur de sa vie. Un exemple que j'aime bien donner, c'est celui d'un contremaître sur un chantier. Donc, le contremaître, c'est lui qui a le plan, mais il a besoin de tous les autres employés, donc de tous les autres corps de métier qui sont présents sur le chantier. Donc, il va avoir besoin
des compétences du plombier, de l'électricien et de tous les autres métiers autour, mais c'est lui qui reste maître du plan puis de ce qu'il veut. Donc, c'est un peu la même chose, c'est ce qu'on souhaite développer chez les élèves, de s'assurer qu'ils puissent être maîtres de leur plan de vie. Évidemment, ça se traduit différemment, comme je disais tout à l'heure, quand on a 7 ans puis quand on est un adulte. Mais plus on va outiller les élèves à développer différentes sphères de différentes composantes, on va les voir un peu plus tard, de l'autodétermination, ben plus quand ils vont arriver plus tard dans leur vie, qu'ils auront des plus grandes décisions à prendre ou à se prononcer sur des dimensions importantes de leur vie, ben, ils vont être mieux outillés pour le faire. Donc, vous voyez que les définitions que je viens de donner s'appliquent à n'importe quelle personne. Donc, oui, mes travaux ont plus concerné les élèves en classe spécialisée, les élèves qui ont une déficience intellectuelle, les élèves autistes, mais on voit que ce qui est là s'applique à tout le monde, même à notre propre autodétermination. On me pose souvent la question, mais c'est quoi la différence entre l'autodétermination et l'autonomie? Sur le plan conceptuel, il y a beaucoup de liens entre ces concepts-là. Puis il y a plusieurs auteurs, puis quand on se met à lire là-dessus, on se rend compte que les définitions, ça s'entrecoupe, les termes se ressemblent et tout ça. En milieu scolaire, on est habitué de parler d'autonomie. C'est quelque chose qu'on met de l'avant beaucoup. C'est une visée qu'on a, peu importe le programme avec lequel on enseigne. Puis l'autonomie en milieu scolaire fait souvent référence, puis c'est ce qui est ressorti dans nos travaux de recherche aussi, fait souvent référence à la capacité de faire des choses seul. Donc, par exemple, on va enseigner un élève à faire sa routine du matin sans aide, à s'habiller pour aller à la récréation, à commencer une tâche scolaire de façon autonome, à suivre une série de tâches, puis à faire ça de façon autonome. Par contre, quand on parle d'autodétermination, on fait davantage référence à la capacité de poser des actions plus pour soi. Donc, agir pour soi en fonction de ses besoins et de ses intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner les habiletés, par exemple, d'enseigner à un élève à faire sa routine le matin, mais peut-être que quand cette routine-là a été enseignée, peut-être de trouver une façon de lui donner plus de place dans cette routine-là. Est-ce qu'il peut faire les choses dans un autre ordre? Est-ce que lui préfère s'habiller dans la classe plutôt que dans le corridor? Donc, d'amener à varier un peu les différentes possibilités pour que l'enfant soit plus en mesure d'agir en fonction de ses besoins, ses intérêts à lui, euh, le plus souvent possible, là, selon les contextes qu'on lui propose. Donc, ça serait peut-être là la petite nuance entre l'autonomie et l'autodétermination. La nuance de dire j'agis seul avec l'idée que l'autonomie, c'est de faire des actions, je veux dire, tout seul, donc de le faire sans aide par rapport à agir en fonction de ses besoins et de ses intérêts. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Dernière petite chose là, sur le plan plus théorique, après ça, on va plonger dans tout ce qui concerne la posture à adopter. Donc, je vous présente là un extrait du modèle fonctionnel de l'autodétermination, qui est un modèle qui a été élaboré euh, aux États-Unis dans un cadre scolaire. Donc, pour l'enseignement des élèves là, qui ont des grands défis, comme les élèves qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est un modèle qu'on utilise beaucoup en éducation parce qu'on peut vraiment travailler plusieurs des éléments là, en contexte scolaire. Donc, dans ce modèle-là, là, l'extrait que je vous ai mis, ce sont les 4 composantes de l'autodétermination. Donc, ce sont 4 caractéristiques, 4 éléments essentiels à l'autodétermination qu'on peut venir soutenir le développement de ces concepts-là, de ces composantes-là. On va venir soutenir ça pour que l'élève puisse être plus autodéterminé. Donc, on va voir il y a pas une composante qui est prioritaire à une autre ou qui vient avant l'autre ou qu'on doit prioriser. C'est vraiment en fonction de l'élève qui est devant nous, mais elles sont toutes importantes puis elles sont grandement reliées les unes aux autres. Donc, je vous les présente brièvement, puis il y a des petits exemples en dessous qui peuvent vous indiquer un peu ça représente quoi. Donc, il y a l'empowerment qui est un peu le sentiment de croire qu'on peut agir, donc de savoir qu'on peut faire quelque chose. Donc, de, de prendre des initiatives, de sentir qu'on peut agir. Ça, c'est souvent très faible chez les élèves en situation de handicap parce que souvent, ces enfants-là ont été quand même très protégés, voire surprotégés. Donc, on a fait beaucoup de choses pour eux
Parfois, les familles ont reçu un pronostic plutôt sombre hein, de ce qui s'en venait pour leur enfant. Parfois aussi, c'est des craintes, étant donné certaines limites que l'élève pourrait avoir ou que l'enfant pourrait avoir, ben, c'est sûr qu'on va être moins à l'aise de le laisser prendre des initiatives comme d'autres enfants. Donc, si toute sa vie d'enfant, on lui a mis des barrières en disant, ah non, attends, je vais t'aider. Ah non, ça, oh non, ça, c'est trop difficile pour toi. Ben, c'est sûr que l'enfant va tranquillement sentir qu'il n'y a pas beaucoup de capacité ou il va sentir qu'il ne peut pas faire grand-chose finalement. Donc, ça ne sera pas très fort ça ne sera pas très développé chez ces élèves-là. Donc, d'où l'importance d'encourager beaucoup la prise d'initiative. On va en revenir tantôt euh, de mettre de l'énergie plutôt sur la prise d'initiative plutôt que sur le résultat. Donc, différentes stratégies qu'on peut utiliser pour mousser, si on veut, l'empowerment des enfants. L'autonomie comportementale, ben, c'est vraiment de poser des actions en fonction de ses besoins et ses intérêts, puis manifester des préférences. On va y revenir un peu plus tard quand on va parler de faire des choix, mais c'est vraiment une composante importante qui est souvent travaillée en milieu scolaire. Donc, c'est souvent quelque chose que les élèves développent assez bien. Maintenant, il faut voir comment on peut les amener plus loin. L'autorégulation, ben, évidemment que ça, c'est une autre des composantes qui est souvent difficile chez les élèves en situation de handicap ou ceux qui ont des difficultés comportementales, par exemple. C'est souvent un, un des éléments qui représente un défi. Donc, c'est d'être capable de résoudre des problèmes, de s'ajuster à différentes situations, de s'ajuster devant les obstacles, d'accepter certaines contraintes. Et celle-là, elle est vraiment, vraiment importante parce que souvent, ben, elles sont toutes finalement, mais celle-là, elle est souvent plus difficile parce que souvent, quand on parle d'autodétermination, on se dit, ben, je vais laisser aller mes élèves, je vais leur laisser je veux pas dire faire ce qu'il veut, mais des fois, ça va presque jusque-là. Donc, je vais les laisser explorer, je vais les laisser. Mais en même temps, on vit dans un monde scolaire, donc il y a des règles à suivre, des règles de sécurité. Il y a d'autres personnes qui veulent s'autodéterminer autour de nous. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au moment où on le veut, par exemple. Donc, il faut être capable de développer cette capacité-là à s'ajuster à différentes contraintes, à résoudre des problèmes. Mais c'est souvent difficile là, pour les élèves autistes, par exemple, là, cette composante-là. La dernière dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle de l'autoréalisation. Donc, celle-là, elle est, je vous dirais, elle est quand même présente, mais elle est difficile à voir parce que c'est quelque chose qui se vit plus à l'intérieur de l'élève. Donc, être capable de se connaître. Donc, un grand défi parce que se connaître, c'est quelque chose qui se fait tout au long d'une vie. Hein. C'est pas réglé même quand on est adulte souvent. Donc, chez les jeunes enfants, c'est souvent quelque chose qui est vraiment à développer. Puis, il faut les soutenir dans le développement de cette capacité-là à se connaître. Puis, ça va amener la personne à être capable ensuite de se fixer des buts, puis de savoir, de se fixer des buts réalistes aussi, puis de faire en sorte d'organiser ses actions pour atteindre son objectif. C'est quelque chose qui est vraiment on travaille fort avec nos élèves, on les encourage beaucoup, on les félicite beaucoup, mais faut aussi leur faire voir comment ils ont contribué. C'est la composante qui va amener l'élève à être conscient de, hey, c'est grâce à moi si j'ai accompli telle chose. C'est grâce à qui je suis, à ce que j'ai fait, plutôt que de toujours voir que c'est l'extérieur ou les personnes autour qui m'ont amené à accomplir une action. Donc voilà, il me reste une dernière petite diapo, plus, je veux dire, théorique, mais en tout cas, avant de plonger dans la posture. Donc, il y a, dans nos travaux de recherche, on a accompagné en milieu scolaire des enseignantes en classe spécialisée là, pour des élèves autistes ou qui avaient une déficience intellectuelle. Puis, on a fait, tout au long de l'accompagnement, on a fait ressortir des pratiques qui soutiennent l'autodétermination selon ce que les enseignantes avaient repéré dans leur pratique. Donc, je vais vous les présenter brièvement. Vous allez voir que même si elles concernent des enseignantes en classe spécialisée, très facile de les transférer à d'autres types d'élèves à d'autres contextes. Donc, ben, premièrement, planifier et organiser la classe par des activités qui favorisent l'autodétermination. Ça a l'air simple, mais quand on est sensibilisé à l'autodétermination, c'est sûr qu'il va falloir qu'on en tienne compte dans notre planification puis qu'on y pense d'avance. Est-ce que cette activité-là peut aider mes élèves à s'autodéterminer?
Un travail qu'on fait souvent, c'est de prendre les quatre composantes que je viens de présenter, puis on regarde si le contexte de classe ou l'activité proposée permet de soutenir le développement de ces quatre composantes-là. Deuxième pratique, soutenir le développement de certaines capacités qui favorisent l'autodétermination. Ben, on sait que dans les capacités qui ont été identifiées, qui pouvaient soutenir le développement de l'autodétermination, il y a la capacité à faire des choix, il y a la capacité à, ben, la prise d'initiative qui doit être encouragée, il y a la capacité à résoudre des problèmes. Il y a aussi tout ce qui concerne la communication, donc tout ce qui concerne euh, la capacité à faire des demandes, à s'affirmer, ça va être super important pour développer l'autodétermination. Puis ça représente peut-être un défi supplémentaire quand on travaille auprès d'élèves qui ont des difficultés sur le plan de la communication. Mais en même temps, ça se développe, puis ça se travaille, mais il faut en être conscient qu'aller soutenir ces capacités-là, ça va être très utile pour aider l'élève. Reconnaître l'importance du travail de collaboration, les enseignantes étaient accompagnées en communauté de pratique, puis elles ont toutes rapporté que, ces moments-là ensemble d'échange, de discussion étaient très, très enrichissants, mais aussi pratico-pratique là, sur le terrain, dans leur classe, avec leurs collègues. Elles se disaient que c'était vraiment essentiel d'avoir la collaboration des collègues pour pouvoir proposer plus d'occasions aux élèves de vivre des activités, ils vont pouvoir développer leur autodétermination. Donc, entre autres, quand on a une compréhension commune du concept, quand on est capable de se partager de l'observation de certains élèves, quand on est capable de, par exemple, de décloisonner nos groupes pour proposer des activités plus variées à nos élèves, ce sont plein de stratégies qu'elles avaient nommées. La dernière stratégie qui est en jaune est celle sur laquelle nous allons nous attarder un peu plus aujourd'hui, c'est quelles sont les attitudes et les postures qui encouragent le développement de l'autodétermination. En fait, les enseignants nous ont dit, ben, au-delà des capacités à développer, puis de tout ce qui est écrit plus haut, là, j'aurais beau planifier des activités pour soutenir l'autodétermination des élèves, soutenir des capacités bien spécifiques chez mes élèves. Si moi, je ne réfléchis pas sur ma pratique, puis que je ne me donne pas une posture qui va encourager le développement de l'autodétermination, ben, ça va être difficile d'y arriver. Donc, les enseignantes qui ont été accompagnées pendant plusieurs mois, années en fait, c'est un des constats qui est ressorti. C'est waouh, ça m'a fait réfléchir sur ma pratique, ça m'a questionné sur la manière dont j'interagissais avec mes élèves, sur certaines pratiques que j'ai pu bonifier. Donc, et entre autres, ça reposait beaucoup sur une posture. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je commence par cette citation. Je trouve qu'elle illustre très bien justement cette posture d'accompagnement qu'on devrait adopter lorsqu'on travaille auprès d'élèves. Donc, c'est tout simple, hein? Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à côté. Juste visuellement, on peut vraiment bien comprendre cette citation-là. Puis je pense que déjà adopter cette posture d'accompagnement va être essentiel pour soutenir l'autodétermination de nos élèves. Donc, c'est pas tirer sur l'élève ni de le pousser, c'est vraiment de marcher avec lui puis de l'accompagner. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter 8 mots-clés pour l'autodétermination. C'est une équipe d'enseignantes qu'on a accompagnée pendant presque 2 ans et demi, 2 ans, 2 ans et demi, afin de réfléchir aux pratiques qui soutiennent l'autodétermination. Donc, pendant plusieurs mois, on les a rencontrés à différents moments. Puis, à la fin de toutes les réflexions, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos collègues? Puis, qu'est-ce que vous aimeriez léguer de toutes les réflexions que vous avez eues pendant cet accompagnement-là? Puis, ce qui est ressorti, c'est les 8 mots-clés que je vous présente à l'instant. En fait, ces 8 mots-clés mettent justement en lumière les attitudes et la posture qu'il faudrait adopter si on veut soutenir l'autodétermination des élèves. Vous allez voir là-dedans, vous n'allez pas avoir une révélation, là, vous n'allez pas sortir d'ici en vous disant, oh mon Dieu, je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que, si vous êtes un intervenant en milieu scolaire, que vous faites déjà. Il y a plein de choses que vous connaissez, que vous mettez de l'avant, mais là, de s'arrêter, les associer à ce que ça a comme importance quand on veut soutenir l'autodétermination, c'est un peu l'exercice que ces enseignantes-là ont voulu transmettre. Donc, c'est maintenant que je vous les présente.
Premier mot-clé. D'ailleurs, je précise tout de suite qu'on vous enverra le document, là, ça vient sur une feuille, là, donc on pourra le joindre à la présentation qui vous sera envoyée tout de suite après. Donc, le premier mot-clé, observer. Les trois premiers mots-clés, en fait, que vous allez voir, ont été inspirés par euh, l'approche de More Than Words, qui est un livre là, qui a été publié qui aborde l'interaction et la communication chez les élèves autistes. Mais donc, les trois premiers mots-clés là, nous ont été inspirés par ces auteurs-là. Vous aurez la référence à la fin. Donc, le premier mot-clé, observer, c'est tout simple, hein, observer, mais c'est pas si facile à faire dans un contexte scolaire, c'est ce qu'on se rend compte. Donc, les enseignantes du projet, ils ont mentionné à quel point prendre du recul et observer leurs élèves leur a permis de voir certaines situations autrement. Par exemple, je me souviens d'une enseignante qui disait que dans une activité avec ses élèves au secondaire, ils faisaient de la cuisine, donc ça faisait depuis plusieurs semaines qu'ils faisaient de la cuisine, donc il y avait quand même certaines habiletés. Puis elle et sa collègue ont pris la décision une journée de se retirer complètement, puis de prendre un temps pour observer les élèves. Pas facile à faire parce qu'on a toujours tendance à vouloir aller aider nos élèves, mais cette observation-là a permis de se rendre compte que hey, quand ils rencontrent un problème, entre autres, un des problèmes, c'est qu'il y avait plusieurs batteurs électriques et plusieurs fouets différents. Donc, de trouver quel fouet allait avec quel batteur. Un petit problème qui arrive dans la cuisine, ben, spontanément, elles seraient probablement allées les aider. Mais là, en prenant du recul, elles ont vu, par exemple, les élèves s'entraider. Un élève qui, on n'aurait peut-être pas pensé qu'il allait être capable de réagir à ce genre de problème-là. Puis finalement, il a été beaucoup plus proactif qu'on pensait. Donc, on peut venir voir des fois des élèves qui ont pris des initiatives qu'on n'aurait peut-être pas vues si on avait été vraiment collés dans l'action. C'est difficile d'observer. Des fois, on ne sait pas trop quoi observer. Donc là, sur la diapo, vous avez quelques idées, la capacité, la communication, les interactions. Des fois, ça vaut la peine de regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Donc, de ne pas juste regarder mon élève, mais ce qui se passe autour. Donc, les pairs, les autres, l'environnement physique ou autre. Et puis, de noter tout ça. On peut observer avec des grilles d'observation. Vous en avez déjà probablement. Il ne faut pas réinventer des grilles spécifiques à l'autodétermination, mais peut-être qu'on peut bonifier où on peut identifier un volet particulier qu'on veut observer. Mais aussi, il faut prendre le temps d'observer des fois de manière spontanée, dans l'action. Tout à coup, on aperçoit une interaction entre deux élèves qu'on n'a jamais vue. Donc, de s'arrêter puis d'observer plutôt que tout de suite intervenir. Ça peut être spontané dans l'action, puis ça peut être intéressant de le faire de cette façon-là aussi, pas seulement dans un espace ou un moment structuré. Un beau défi, c'est ce mot-clé attendre. Donc, ça vaut la peine d'attendre, c'est ce que les enseignantes ont nommé. Mais en même temps, comme on veut beaucoup aider, puis on veut être efficace hein, dans la vie. Donc, souvent, on va donner une consigne, puis hop, finalement, on donne tout de suite l'indice, puis on donne finalement la réponse à l'élève, ou on vient de l'aider, on vient à sa rescousse très rapidement. Par exemple, vous voyez votre élève qui tente de rentrer sa boîte à lunch qui est trop grosse dans son sac d'école. Spontanément, n'importe qui est à côté de l'élève va vouloir l'aider. Mais parfois, ça vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'en attendant, l'élève va être capable de trouver une solution par lui-même. Peut-être qu'il va finalement demander de l'aide parce que c'en est une solution, demander de l'aide. J'ai mis aussi une situation que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en milieu scolaire, c'est pas simple de prendre le temps, mais je trouve que cette citation-là est intéressante. Ce qui manque, ce n'est pas le temps, c'est la patience. Donc, des fois, il faut être patient. Puis, dans un monde scolaire, il y a beaucoup de contraintes où on veut être efficace. Puis là, on s'entend, on a plusieurs élèves qui ont des besoins différents, puis tout arrive en même temps. C'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas attendre dans toutes les situations. Hier, j'étais justement dans une école et on me nommait que les élèves ont des grandes difficultés motrices. Donc, on me nommait que des fois, je voudrais bien attendre qu'ils s'installent eux-mêmes à l'ordinateur, qu'ils installent leur matériel, mais ça va tellement être long qu'ils vont avoir beaucoup moins de temps pour faire la tâche d'écriture qui est demandée, par exemple. Donc là, parfois, il faut faire des choix. Il faut se dire, ben, peut-être je vais l'aider un peu plus pour qu'il ait plus de temps pour faire la tâche. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter à ça, mais de garder en tête que parfois, ça vaut la peine d'attendre puis de laisser notre élève agir par lui-même. Euh, excusez-moi. On continue. Euh, troisième mot-clé, écouter.
Je vous ai mis à l'écran un extrait de la Convention internationale des droits de l'enfant. Puis quand on s'y penche, ben on remarque que qu'être écouté, c'est un droit. Donc, c'est fort quand on y pense, hein. C'est un droit d'être écouté. Donc, le premier qu'on voit à l'écran, c'est les enfants ont le droit de donner librement leur avis sur les questions qui les concernent. Les adultes doivent les écouter avec sérieux et euh, doivent, pardon, avec attention et les prendre au sérieux. Donc, c'est vraiment important de les écouter. Je trouve ça intéressant puis fort de penser que c'est un droit. Puis je pense qu'en ayant ce regard-là, ben, ça nous, ça nous amène peut-être à nous questionner sur, entre autres, le fait qu'on parle beaucoup quand on choisit un métier comme enseignante ou n'importe quel autre métier en éducation. Souvent, c'est parce qu'on aime parler, hein. Ça fait partie des caractéristiques de plusieurs enseignants, enseignantes. Donc, parfois, juste de se taire puis de laisser notre élève s'exprimer, de nommer ses intérêts, son opinion, euh, de lui laisser un délai parce que souvent, soit les enfants plus jeunes, mais même d'autres qui ont peut-être des défis supplémentaires, ils ont besoin d'un délai, d'un temps de réflexion. Des fois, les difficultés de communication font en sorte que donner une réponse, c'est long. Donc, ça serait tentant d'aider l'élève en lui donnant des mots, en le guidant, mais des fois, ça vaut la peine de prendre. Plus on va les écouter, les élèves, plus ils vont se sentir en confiance, puis plus ça va venir soutenir justement ce que je disais tout à l'heure, l'empowerment, le sentiment que, hey, moi, là, on m'écoute, puis ce que je dis, là, ça a du sens, puis il y a des gens qui m'écoutent. Ça ne veut pas dire que ce que l'élève va nous dire, on va être d'accord. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va nous demander, c'est possible. Mais juste le fait de se sentir écouté va vraiment aider l'élève à sentir qu'il est entendu, qu'il est une personne, puis qui a le droit d'affirmer, puis de s'exprimer, puis de nommer ses besoins. C'est important aussi de considérer la communication non verbale, hein. On a des élèves qui parlent peu, soit parce qu'ils ont des défis, ou des fois c'est même leur personnalité qui fait qu'ils sont plutôt discrets, ou ils ont des limites sur le plan de la communication, ce qui fait qu'ils ne parlent pas ou très peu, ou ils utilisent des outils de communication, ce qui fait que leur communication est plus ardue, mais ils communiquent de plein d'autres façons, hein. Donc, ne serait-ce que le regard, on sait, hein, quand un élève arrive dans notre classe puis qu'on voit que ça va pas bien, on est capable de lire sur son visage. Donc, c'est important aussi pour nos élèves de sentir que ben, on écoute au-delà des mots, en fait. Donc, voilà pour le mot-clé écouter. Ensuite, il y a le mot clé soutenir. Donc, soutenir, ben, ça va un peu avec ce que je disais par rapport à l'accompagnement tout à l'heure. Donc, c'est d'adopter une posture de guide. Donc, de donner le bon niveau de soutien à notre élève. Souvent, on les aide plus qu'ils en ont besoin. Surtout nos élèves en situation de handicap, on va vouloir tellement les équiper de plein d'outils et de stratégies que finalement, il n'y a plus beaucoup de place pour eux-mêmes trouver leur propre façon de faire les choses, de réfléchir à comment eux, ils se sentent dans cette situation-là. Donc, il faut vraiment, on parle souvent de la zone proximale de développement, mais je pense que ça s'applique très bien ici. Donc, de cibler le petit pas de plus qu'on veut faire à notre élève. On va choisir l'intervention qui laisse le plus de place à l'élève. Donc, oui, je vais continuer de l'aider. En fait, l'intention ici, c'est au lieu d'adopter une posture de prise en charge, ce qu'on a tendance à faire avec certains élèves qui ont des grands besoins, ben, c'est d'adopter une posture de soutien, puis un soutien qui va être ajusté à ses besoins. Euh, Hier, encore une fois, j'étais dans un milieu, puis il y a une enseignante qui est sensibilisée à l'autodétermination depuis presque 2 ans qui disait, je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup de consignes au moment de la collation. Donc, je disais à chaque élève attendait son tour avant d'aller laver les mains. Donc, OK, vas-y, Samuel, tu peux aller laver tes mains. Toi, tu peux y aller après. Donc, il y avait comme une séquence. Il y allait un à la fois. Puis après ça, il allait chacun chercher leur boîte à lunch. Puis chacun allait s'asseoir à sa place. Puis elle dit un matin, j'ai décidé de lâcher prise un peu là-dessus, puis de leur dire, OK, ben c'est l'heure de la collation. Puis là, maintenant, là, ces élèves savaient quoi faire. Et là, il y en a qui ont choisi d'aller chercher leur boîte à lunch, puis après d'aller se laver les mains parce qu'ils s'étaient rendu compte que là, il y avait trop de monde qui se lavait les mains en même temps. Puis il y en a qui ont choisi de le faire autrement. Donc, finalement,
il y a peut-être un ou deux élèves seulement pour qui elle a dû maintenir un certain soutien puis donner un cadre un peu plus précis. Mais la plupart avaient déjà acquis cette routine-là, mais elle avait continué à mettre ce cadre-là autour de ses élèves. Donc, quand je parle de niveau de soutien, c'est un exemple. C'est que là, c'est pas tous les élèves qui avaient besoin de ce soutien-là, de cette routine très, très précise. Il y en a qui avaient plus besoin de ça. Donc, ces routines-là, des fois, on les met en place en début d'année ou dans des situations particulières, quand on enseigne une nouvelle habileté, une nouvelle routine, mais il ne faut pas oublier d'estomper et de donner le niveau de soutien qui est vraiment nécessaire à l'élève. Assouplir. Ça va un petit peu dans le même sens. Voilà quelque chose qui n'est pas simple en milieu scolaire. Encadrer et structurer, c'est rassurant. C'est rassurant pour qui? Pour l'élève, évidemment, parce que la routine, c'est toujours l'encadrement est parfois rassurant pour les élèves, mais c'est aussi rassurant pour l'intervenant scolaire. Puis ça est ressorti beaucoup dans tous les accompagnements que je fais. Les enseignantes se rendent bien vite compte que finalement, cette structure-là, cet encadrement est rassurant pour elles aussi. On sait où on s'en va, il n'y aura pas trop de mauvaises surprises, nos élèves vont suivre ce qui est à l'horaire, ce qui est prévu, mais des fois, ça vaut la peine. Puis dans l'extrait que vous voyez à l'écran, l'enseignante, ce qu'elle disait, c'est des fois, j'avais prévu quelque chose, là, puis ça vaut la peine que je laisse aller. Puis moi, j'ai une situation qui me vient en tête que j'avais vécue quand j'enseignais en classe spécialisée avec des élèves autistes. On était allé à la bibliothèque de la ville avec nos élèves. Puis là, on revient, puis à l'horaire, c'est une période de mathématiques. Puis là, plusieurs élèves arrivent en classe, puis là, commencent à se montrer leurs livres. Puis là, il y en a un qui dit, ah, t'as pris celui-là. Puis là, ils ont des échanges. Et on sait qu'avec des élèves autistes, quand il y a des échanges, des interactions comme ça, ben, on en profite, hein. Donc là, je les ai laissés un peu échanger, mais quand même, en tant que bonne enseignante bien structurée, j'ai nommé à mes élèves que, ben OK, là maintenant, les amis, on va ranger parce que c'est le temps de faire des mathématiques. Et là, ben, il y a un élève qui me dit, mais oui, mais j'aimerais ça lire mon livre. Puis là, ben, j'aurais pu dire, non, 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 on fait les mathématiques, mais en même temps, il venait de se passer quelque chose de beau. Il y avait eu des interactions. Il y avait eu un besoin qui avait été nommé par un élève qui était tout à fait approprié, puis qui pouvait très bien se faire, hein. La période de mathématiques, je peux la faire à un autre moment. Donc, c'est pas toujours possible de répondre à ces demandes-là, mais quand ce l'est, mais pourquoi pas ne le faire, hein? Des fois, on veut tellement respecter le cadre qu'on s'était donné que ça crée un environnement très structuré. Assouplir puis être flexible, ça amène plus d'occasions d'exercer son autodétermination. Ça a été démontré que dans les milieux les plus inclusifs, les personnes ont plus d'occasions d'exercer leur autodétermination. Pourtant, c'est, il y a une réflexion à avoir parce que on met toujours plus d'encadrement puis de structure autour des élèves qui ont de plus grands défis. Je pense à nos élèves autistes pour qui on met beaucoup d'encadrement de structure. Nos élèves qui ont des difficultés comportementales, on va vraiment mettre beaucoup de structure. Les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, on va les bombarder de plein de stratégies à utiliser. On va leur mettre plein. Il y a plein de choses là-dedans qui sont effectivement efficaces, qui peuvent vraiment aider l'élève, mais on en met tellement que finalement, ils ont moins d'occasions d'exercer leur autodétermination. Je trouve que la citation, qui est un peu longue, mais je trouve qu'elle vaut la peine d'être lue, met vraiment en lumière cette contradiction-là qu'on a entre le besoin d'autodétermination qui est très grand et qu'on doit soutenir peut-être de façon plus importante des élèves qui ont plus de défis et le fait que finalement, c'est autour d'eux qu'on met le plus d'encadrement. Donc, je vous la lis. Historiquement, les programmes proposés en éducation spécialisée reposent sur des modèles dans lesquels on donne aux enseignants l'entière responsabilité de prendre la majeure partie des décisions éducatives pour les élèves. Donc, les enseignants, puis j'inclurais tout le personnel scolaire, c'est à eux qu'on donne la responsabilité de prendre des décisions pour le parcours des élèves, le cheminement scolaire des élèves. Sans prendre en compte les opportunités pour ceux-ci de participer à leur programme éducatif de façon significative. Pour plusieurs intervenants, cette situation est ironique puisque les buts ultimes de l'éducation sont de promouvoir l'autonomie des élèves, l'implication et l'engagement dans leurs apprentissages et leur développement personnel. Donc, j'aime bien l'expression, c'est ironique, hein, parce qu'on vise l'autonomie des élèves, puis finalement, on fait
tout, puis on prend beaucoup de décisions pour eux. Les élèves ont été entraînés à attendre qu'on décide pour eux, qu'on leur dise comment faire les choses, quand les faire, quelles sont leurs erreurs, comment les corriger et quoi faire la prochaine fois. Ça date de 1999. Je vous dirais qu'on a quand même fait des pas, je veux quand même être optimiste, avec toutes les réflexions qu'on a actuellement sur l'éducation inclusive, toutes les approches inclusives, la différenciation pédagogique qui est mise de l'avant de plus en plus. Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'on est quand même plus sensibilisé à l'importance de la place des élèves, mais ça reste quand même encore en grande partie vrai ce qui est écrit là. Je pense qu'il y a quand même une réflexion qu'on doit avoir à ce sujet-là. Permettre, un autre des mots-clés qui avait été identifié par les enseignantes. Donc, permettre, c'est offrir un milieu qui permet aux élèves de prendre des initiatives, de faire des choix tout affirmés, d'explorer, donc laisser de la place, donc permettre à nos élèves d'avoir plus de place. Puis, un des éléments, ben, c'est de permettre à nos élèves de faire des choix. Souvent, les enseignantes ou les intervenants scolaires qu'on rencontre nous disent, ben, hey, moi, je soutiens l'autodétermination de mes élèves parce que je leur permets souvent de faire des choix. Il y a des nuances à apporter, puis c'est pour ça le oui, mais faire des choix, effectivement, c'est une des stratégies pour soutenir l'autodétermination. Mais il faut se questionner sur le type de choix, parce que ce pas tous les choix, tous les types de choix qu'on va enseigner, ou toutes les manières de faire des choix qui vont soutenir le développement de l'autodétermination. Donc, qu'est-ce qu'un choix qui soutient le développement de l'autodétermination? Ben, c'est un choix qui répond à un besoin ou à un intérêt réel. D'abord, c'est de faire c'est d'identifier une préférence. Faire un choix, on a différents éléments devant nous, puis on choisit celui qu'on préfère. Cette nuance-là est importante parce qu'on en propose beaucoup de choix à nos élèves, hein. On va leur proposer, mettons, plusieurs jeux, plusieurs façons d'accomplir une tâche. Mais ces façons-là ne sont, dans ce qu'on leur propose, il n'y en a peut-être aucun qui ait une préférence pour l'élève. Ça m'arrive, moi, d'ouvrir mon frigo puis de voir les choix de repas que je peux me préparer, puis il n'y en a aucun que je préfère. Donc, j'en choisir un quand même. Mais ce ne sera pas un choix qui est vraiment lié à l'autodétermination. C'est un choix pratico-pratique. Je vais choisir le moins pire, celui qui est le moins long à préparer, mais ce ne sera pas lié à mon besoin à moi puis mes intérêts. Donc, c'est important parce que oui, dans une classe, c'est pas vrai que tous les choix vont correspondre. On va toujours tomber sur les préférences de chacun de nos élèves. C'est pas réaliste de le voir comme ça. Par contre, en être conscient, ça peut nous amener à trouver, à varier, puis à s'assurer que dans tous les choix qu'on propose à nos élèves, il y en a qui sont vraiment des préférences. Un choix aussi qui soutient l'autodétermination n'est pas influencé par celui qui le propose. Ça, des fois, c'est malgré nous, là, puis c'est avec une bonne intention, mais notre élève va faire un choix, puis là, on va lui dire, est-ce que tu préfères, je ne sais pas moi, euh, aller faire la récréation à l'extérieur ou aller dans la classe de Madame Julie, faire du Just Dance, mettons, une activité au TNI. Là, on propose les deux choix. Là, l'élève va choisir qui veut aller dehors. Et là, on va dire, ah, bonne idée, tu t'en vas dehors. Et là, l'élève, lui, ce qui enregistre, c'est, ah, phew, c'était la bonne réponse. Alors que, en fait, ce qu'on veut reconnaître, c'est, hey, bravo, tu as choisi ce que tu avais le plus envie de faire. Donc, ça, c'est important de le refléter à l'élève parce que il y a un danger qui, sans le vouloir, finalement, quand je vous disais que des fois, les élèves attendent la bonne réponse là, ou veulent donner la bonne réponse à leur enseignant, ben, ça se produit dans ce genre de situation-là souvent. Un choix qui est relié à l'autodétermination, ben, ça donne la possibilité de changer d'idée. Bon, c'est pas toujours possible, mais l'élève qui a choisi d'aller à l'extérieur, ben, si jamais il veut revenir puis dire, ah, finalement, j'ai moins le goût parce que le jeu auquel mes amis jouent à l'extérieur, ça m'intéresse. Moi, j'aimerais mieux aller à Just Dance. Ben, pourquoi pas? Peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est pas possible pour des raisons d'organisation, pour toutes sortes de raisons. Mais si c'est possible, pourquoi on ne laisserait pas l'élève? Donc, à réfléchir. Des fois, ça marche pas, là. Mais quand ça fonctionne, c'est des choses qu'on peut garder en tête. Le refus de choisir est un choix en soi. Donc, parfois, il n'y a rien qui nous intéresse parmi les choix proposés. On a le droit de dire non. C'est sûr qu'un élève qui dit non à tout, là, on va se questionner, puis on va travailler peut-être la connaissance de lui, la diversification de ses intérêts. Donc, c'est pas de dire qu'on va laisser tomber, qu'on va lui dire c'est correct, tu fais rien, tu fais jamais rien. Mais de refuser, c'est quand même
une façon d'affirmer ses préférences. Un autre choix que ceux qui sont proposés est aussi un choix. Donc, si je vais chez vous puis que vous me demandez est-ce que tu veux un thé ou un café, puis que je vous réponds ah ben j'aimerais bien avoir une tisane, ben, si vous avez une tisane, vous allez m'en offrir. Donc, si vous dites à votre élève est-ce que tu préfères faire ton travail à ta place ou dans à la grande table? Et si l'élève vous dit ah ben j'aimerais ça aller la faire à la table de jeu, puis que c'est possible, ben on peut accepter ce. Là, on est vraiment dans un choix qui vient du besoin puis de l'intérêt de l'élève. Donc, quand c'est possible, on peut. Si c'est pas possible maintenant, c'est de dire, ah, ben aujourd'hui, c'est pas possible, mais je le garde en tête, je te proposerai la prochaine fois. Donc, on va travailler avec l'élève aussi l'autorégulation parce qu'il y a certains choix qui sont pas disponibles. Par exemple, certains choix de jeu parce qu'il y a un autre ami qui l'a pris. Donc, on va venir travailler la composante de l'autorégulation. Mais quand c'est possible, ben, d'ouvrir cette possibilité-là. Évidemment, travailler la connaissance de soi euh, est un levier essentiel au développement de la capacité à faire des choix. Puis ça, des fois, comment travailler ça avec l'élève, ça va être de lui refléter. Il y a des élèves qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Ils ne savent pas parce qu'ils font des choix, parce que, bon, ils sont habitués, puis on leur propose. Mais ils ne savent pas, ils ont du mal à identifier leurs préférences. Donc, des fois, c'est de leur refléter. Ah, je remarque que tu choisis souvent les livres parle des moyens de transport. Je pense que tu aimes ça beaucoup, hein, toi, les voitures, les camions. Donc, de refléter à l'élève, ah, OK, moi j'ai cette préférence-là dans ma vie. Donc, voilà, je continue et je pense qu'il reste deux mots-clés. Interagir. Donc, interagir, c'est tout le volet communication. Donc, on a des élèves qui, on l'a dit tout à l'heure, c'est important de développer la communication. Et puis, ben, il y a des élèves qui communiquent peu, mais qui interagissent quand même beaucoup. Donc, de s'appuyer sur les autres manifestations de communication qu'on va voir chez les élèves, d'entrer dans cette relation-là chez des élèves, par exemple, moi, je le vois beaucoup quand je travaille avec des intervenants qui travaillent auprès d'élèves qui ont une déficience intellectuelle profonde. Ces élèves-là ne parlent pas, communiquent difficilement avec des outils de communication, ou en tout cas, c'est plutôt limité leurs possibilités à ce niveau-là, mais ils interagissent hein, avec leur regard, avec des fois un petit cri, un petit geste, donc d'être à l'affût de cette communication-là. L'autre élément aussi, c'est la manière dont on donne nos consignes. Comment je communique à mes élèves. Donc, par exemple, de donner un feedback descriptif. Il y a beaucoup d'élèves qui attendent notre approbation. Hein. Est-ce que j'ai bien fait mon exercice de maths? Ben, je pourrais lui répondre oui ou non. Ce serait. Mais à ce moment-là, c'est moi qui ai le pouvoir sur le résultat ou sur ce qui s'est passé. Donc, il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, je peux lui refléter ce qui me vient, décrire ce que je vois. Donc, je vois que tu as répondu à toutes les questions, je vois que tu as écrit les réponses au bon endroit, je vois que tu as bien colorié les formes, etc. Donc, on vient de donner un descriptif. On peut y aller sous forme de questions. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as répondu à toutes les questions? Est-ce que tu as écrit les réponses au bon endroit? Donc, on va le questionner pour que l'auto-évaluation vienne de lui. Il y a aussi de faire attention aux phrases toutes puissantes. Donc, on va voir ça souvent. Ben, tu sais, là, il y a la classique là, qui est, j'espère, pas trop utilisée, mais dire c'est moi qui décide, là, c'est moi l'intervenant. Donc, ça, c'est une phrase toute puissante. Ça, celle-là est assez évidente. Mais il y en a des plus subtiles. À chaque fois qu'on dit à un élève, tu dois faire, je te demande de, c'est toujours l'adulte hein, qui donne la consigne puis qui dans certaines situations-là, on peut les utiliser, ces phrases-là. Des fois, ça va être pertinent, puis tout ça. Mais de savoir les doser, puis idéalement, d'utiliser des phrases qui amènent une prise d'initiative plus volontaire. Hein. Donc, un des exemples qui nous vient d'une enseignante en classe spécialisée, elle disait qu'elle avait un élève qui refusait d'enlever ses bottes le matin. Il pouvait être confortable dans ses bottes, il ne voulait jamais les enlever. Et puis, à un moment donné, ben, elle, ils incitaient. Puis le seul moment où finalement ils ont réussi, puis là je fais du lien tout de suite avec le mot expliquer ici, vous voyez. Donc, de donner un peu plus de sens aux demandes, donc pour que ça devienne plus volontaire. Donc, plutôt que de dire à l'élève, ben, enlève tes bottes, ben, on va lui montrer
c'est quoi l'impact s'ils les enlèvent pas. Donc, d'expliquer le rationnel. Donc là, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait montré à l'élève que ça faisait de l'eau, parce que la neige fondait sous ses bottes, il y avait de l'eau partout dans la classe. Puis là, elle a fait marcher un petit peu dans l'eau, donc pour que l'élève comprenne. Donc après, quand on donne la consigne à l'élève, c'est plus juste l'adulte qui le demande, c'est lui qui prend l'initiative de les enlever parce que sinon le plancher va être mouillé, plutôt que je le fais parce que l'adulte me le demande. Donc, il y a plein de façons comme ça de formuler les phrases qui peuvent faire en sorte ou donner des explications aux élèves. Je peux aussi dire à un élève, au lieu de lui dire va ranger le casse-tête, je peux lui dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir libérer la table pour la prochaine activité? Et là, la- l'action a beaucoup plus de sens pour l'élève. Ben oui, là, je prends l'initiative, moi, d'aller ranger le casse-tête parce qu'on fait une autre activité à la table. Donc, c'est toutes sortes de petites façons de réfléchir à nos phrases. Puis, évidemment, l'empathie doit être là. Des fois, on s'adresse à des enfants, puis on oublie comment un enfant peut interpréter une situation, une consigne, et d'en être conscient, puis de faire attention à ça, parce que la manière dont je vais donner une consigne ou la demande que je vais faire, peut-être que mon élève n'interprète pas du tout de la même façon. La situation est complexe parfois. Donc, d'avoir ce regard-là sur l'élève qui a peut-être une perception différente de la situation. Par exemple, dans l'exemple des bottes, l'élève, lui, ça, lui, c'était, ben, vous voulez m'enlever mes bottes dans lesquelles je suis vraiment confortable. Lui, pour lui, c'est juste là-dessus, il ne voyait pas tout le reste. Donc, d'être conscient de ça quand on intervient auprès de nos élèves. Dernier mot-clé, euh, je vous dirais, le plus gros, le plus difficile, celui qui revient le plus. Je pense que c'est le mot qui est ressorti le plus souvent dans nos discussions avec les enseignantes qu'on a accompagnées, puis celles que j'accompagne encore aujourd'hui. Il ne peut pas avoir d'autodétermination sans risque. Si on veut que nos élèves adoptent des comportements autodéterminés, il faut savoir lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça peut être plein de choses. Pardon. Ça peut être, par exemple, d'accepter que notre élève tienne son pinceau tout seul pendant l'activité de peinture, en sachant très bien qu'on va avoir un gros nettoyage à faire. Mais il va être beaucoup plus fier de lui, avoir un sentiment de contrôle beaucoup plus grand que si je le fais en main sur main, par exemple, mon élève qui a des difficultés motrices ou une déficience intellectuelle ou un très jeune enfant. Ça peut être d'accepter que notre élève qui veut absolument aller faire l'activité de science, par exemple, une activité sur l'éclipse avec un autre groupe, par exemple, mettons que c'est un élève en classe spécialisée, puis là, il veut aller faire l'activité, ils ont invité un scientifique, puis il veut absolument y aller, mais nous, on sait qu'il est à risque de rencontrer des difficultés, soit par rapport à sa compréhension de la situation, soit sur le plan social. Donc, on va être réticent à le faire, mais si on veut lui permettre de vivre ce genre d'activité, il va falloir parfois qu'on lâche prise puis qu'on accepte que oui, peut-être qu'il va trouver ça difficile, peut-être qu'il va revenir déçu parce qu'il n'aura pas tout compris, mais il faut qu'on le fasse parce que nos élèves, particulièrement ceux qui sont en situation de handicap, souvent, à cause de ce risque-là, on va tellement les protéger et il faut vraiment se demander comment on va leur permettre de s'autodéterminer en acceptant ce risque. Je vous amène à un outil là, pour les deux prochaines diapos, un outil qui peut aider les équipes à analyser une situation de risque. Prenons par exemple l'exemple d'une élève autiste à qui on veut enseigner un déplacement autonome à l'école. Par exemple, on veut qu'elle puisse se déplacer de la classe au secrétariat sans être accompagnée. Donc, à première vue, l'équipe pourrait voir plein de risques, hein. Ils pourraient dire, oh mon Dieu, elle va sortir de l'école, elle risque de se perdre, elle pourrait tomber, elle pourrait aller déranger toutes les autres classes sur son trajet. Donc, ce risque-là, il est subjectif, hein, parce qu'entre intervenants, on n'aura peut-être pas la même vision. Et puis, c'est un risque qui est basé sur les perceptions. Si on reste là, la prise d'initiative va souvent être plus découragée, hein. On ne voudra pas aller là, on va dire, oh mon Dieu, c'est trop compliqué, il y a trop de risques, on ne la laisse pas aller. Ça vaut la peine d'aller plus loin puis de regarder, mais c'est quoi le risque réel? Donc, le risque, par exemple, qu'elle sorte de l'école est pas très grand parce que c'est pas une élève qui est très téméraire, premièrement, puis deuxième, parce qu'on la connaît, puis deuxièmement, ben, la plupart des portes sont barrées. Sur son trajet, il n'y a pas vraiment de porte sur l'extérieur. Donc, on analyse tout ça, puis on se dit, bon, ça, c'est très, très peu probable. Le risque qu'elle tombe, c'est peu probable aussi. Elle a quand même une bonne motricité.
Rarement on l'a vu tomber. Donc, c'est pas, là, on discute, par exemple, avec nos collègues ou non, je pense pas que c'est un risque sur lequel on doit mettre beaucoup d'emphase, d'énergie. Le risque de déranger, là, cela il est possible parce qu'elle est un peu curieuse, donc peut-être qu'elle va voir des choses, puis elle va s'arrêter dans les autres classes. Donc ça, c'est un risque qui est possible. Le risque de se perdre, il est là aussi parce qu'on a une école avec plusieurs corridors, elle pourrait se tromper. Donc, mais là, on vient de se centrer autour de deux risques possibles en regardant les probabilités, les conséquences aussi. Tu sais, est-ce que c'est si grave si elle se trompe ou si elle va cogner à la porte d'une autre classe? Qu'est-ce que ça a comme impact? Donc, on va regarder ces possibilités-là. Et notre intention, c'est d'arriver au risque. Oups, pardon, je peux aller dans le bon sens. D'arriver au risque acceptable. Donc, comment on va rendre un risque acceptable et partagé? Bien, on va le rendre acceptable en impliquant l'élève, en lui enseignant le trajet, en lui fournissant des outils. Au début, on va faire le trajet avec elle, on va estomper. On va aussi partager le risque avec l'élève, on va la responsabiliser, mais aussi avec les collègues. Donc, on va peut-être aviser la secrétaire à l'avance qu'on va faire un déplacement, on va lui faire un déplacement, donc pour s'assurer qu'elle soit dans son local au moment où la petite va arriver. On va peut-être parler aux collègues qui sont sur son trajet en disant, oh, on enseigne un nouveau trajet à notre élève. Donc, si jamais elle rentre dans ta classe, peux-tu la rediriger? Donc, on va impliquer d'autres personnes et c'est un risque qu'on va partager tout le monde ensemble. Donc, cet outil de risque-là, là, je vous l'ai présenté brièvement, mais on aurait pu utiliser 1000 situations. Des situations dans la vie familiale, moi, j'en ai en tête de mon côté avec deux adolescents à la maison. Ces situations-là, les situations à risque arrivent maintenant encore plus qu'avant. Euh, on peut l'appliquer pour plein de situations, pas juste des risques physiques, hein, des risques aussi. On a peur que notre élève vive un échec, on a peur qu'il y ait un élément lié à qui soit mal perçu par les autres. Puis là, c'est pour ça qu'on va être réticent à lui faire vivre une nouvelle activité. Donc, d'avoir en tête cette analyse-là peut vraiment nous aider à diminuer le, le risque, puis surtout à le rendre, à le partager avec d'autres personnes. Donc, un outil fort intéressant pour réfléchir à l'autodétermination, puis à la notion de risque qui est cruciale, là, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas d'autodétermination sans risque. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que j'ai quand même pu donner un aperçu de des éléments qui concernent la posture. Moi, je trouve que les mots-clés que les enseignantes ont identifiés parlent beaucoup par eux-mêmes. Donc, même si on ne connaît pas tous les détails par rapport à l'autodétermination, tout le concept, je pense que ces mots-clés-là viennent illustrer les réflexions qu'on peut avoir sur notre pratique. Puis comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien là-dedans que vous ne connaissez pas. Il n'y a rien là-dedans que vous ne faites pas, probablement. C'est des choses que vous savez. Mais de savoir que ça vient soutenir l'autodétermination, je trouve que c'est une façon de réfléchir, en tout cas, qui est intéressante pour le soutien de nos élèves.